reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Ancré dans nos mœurs ici au Mali. C'est pourquoi le mois d'octobre a été désigné mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion depuis 1995. Promouvoir l'entraide et la cohésion sociale, le chef de l'État respecte la tradition cette année aussi. Le général d'armée Assimi Goïta a rendu visite au doyen d'âge de Bamako, Namori Keïta, âgé de 113 ans, a saisi l'occasion pour faire des bénédictions pour le Mali. Le 9 octobre, c'est la journée internationale de la vue. Elle a été célébrée au Mali sous le thème « Aimons nos yeux ». Un thème important car selon les statistiques de 2020, on estime à 2,2 millions de personnes au Mali avec une perte de vision. Lancement à Sikasso du festival Triangle du Balafon, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et la Guinée se réunissent autour de cet instrument de musique pour sa valorisation et sa promotion. Un espace également de renforcement de l'intégration sous-régionale et du dialogue interculturel. Bienvenue dans le tour complet de l'actualité nationale et dans l'espace AES. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le mois d'octobre, c'est le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au Mali. Les activités ont été lancées. Le président de la transition ouvre le bal avec cette visite au doyen d'âge de Bamako. Namori Keïta est le plus âgé du district de Bamako. Il a 113 ans et il habite au quartier Djikoroni-Para. Le président de la transition, en respectant la tradition, lui a remis une couverture, des collants, un bélier et une somme symbolique d'1 million de francs CFA. Namori Keïta est très ému et a remercié le chef de l'État, a formulé des bénédictions pour tout le Mali. Les temps forts de cette visite avec Alousseni Touré. Cette visite du chef de l'État à la personne la plus âgée du district de Bamako consacre le lancement effectif des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Au moment où le chef de l'État faisait son entrée, le centenaire Namori Keïta, âgé de 113 ans, était entouré de sa famille, enfants et petits-enfants. Du ministre de la Santé, le colonel Assa Badialo Touré, des différents parrains du mois et des membres de la commission d'organisation. Comme à son habitude, le chef de l'État a remis au doyen Namori Keïta des colas, un bélier, une couverture et une enveloppe symbolique d'1 million de francs CFA. Un geste qui n'a pas laissé l'intéressé indifférent. Il a formulé des prières à l'endroit du chef de l'État, du gouvernement et du pays. Il a également souhaité recevoir la visite du chef de l'État l'année prochaine. Le mois de la solidarité, il faut le souligner, est un mois dédié au geste de solidarité à l'endroit des personnes âgées, des personnes démunies et des personnes vivant avec un handicap. Le geste du président de la transition s'inscrit dans la pure tradition malienne. Et par ce geste, le président de la transition donne le ton. Après lui, le Premier ministre ira saluer les présidents des institutions et dans toutes les régions, les gouverneurs iront saluer les personnes âgées. C'est un geste qui prouve que, jusqu'à preuve de contraire, nous pensons à nos personnes âgées, nous demandons leur bénédiction, on demande qu'ils fassent des bénédictions pour le pays et pour la cohésion de toute la population malienne. Cette édition du mois de la solidarité ainsi lancée connaîtra beaucoup d'autres activités à Bamako et dans les régions.
La culture sera l'élément central de ce mois, car toutes les valeurs liées à ce mois sont d'ordre culturel. Le message, on a vu comme le président de la transition a placé cette année sous le thème de la culture. On a dit que la culture aussi, on en a besoin. C'est-à-dire, on a besoin de la culture pour une meilleure cohésion de population. Donc c'est un message qui doit être passé et dire que pendant tout ce mois, on va honorer les personnes les plus vulnérables, à commencer par les personnes âgées, les femmes, les enfants, les personnes vivant avec handicap, et dire aux Maliens que chacun peut faire quelque chose pour son voisin, chacun peut faire quelque chose pour quelqu'un. Donc c'est un message fort. Comme le président vient de lancer le ton, et on voit que c'est pas seulement à travers ça, on a vu qu'il a donné des milliers de kits déjà aux personnes vulnérables à travers tout le pays. Donc emboîtons-lui le pas et faisons ce qu'on peut faire de mieux durant tout ce mois et pourquoi pas pendant toute l'année pour les personnes les plus vulnérables. Durant tout le reste du mois, le pays vivra au rythme des semaines thématiques, histoire de ne laisser personne au bord de la route et surtout rappeler à nos compatriotes les valeurs de solidarité, de partage, d'altruisme et de don de soi. Et bien de choses à notre papier national. À la primature, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga a successivement reçu en audience les confessions religieuses, le PDG de Resolute Mining et l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali. Avec les anciens diplomates, les entretiens ont porté sur le mémorandum sur les grands acquis de la transition. Quant au PDG de Resolute Mining, il est venu réaffirmer la disponibilité de son entreprise à investir au Mali. Pour leur part, les confessions religieuses sont venues exprimer leur soutien aux autorités de la transition. La synthèse de ces audiences avec Mamari Kone à l'Outori. En se rendant à la primature, les confessions religieuses de notre pays sont venues recueillir les préoccupations majeures des autorités, les orientations du chef du gouvernement et prier pour le Mali. C'est le président du Haut Conseil islamique, Chérif Ousmane Madani Aïdara, qui exprime au nom des confessions religieuses le soutien aux autorités de la transition. Dans leurs interventions, les responsables du Haut Conseil islamique, de l'Église catholique et de l'Église protestante ont insisté sur la nécessité de se mettre ensemble pour aider les autorités du pays. En tant que les leaders religieux, nous sommes des soutiens et nous avons un grand devoir à jouer et un grand rôle à exécuter et à réaliser dans les domaines de la sécurité et dans les domaines de la stabilité du pays. Donc nous sommes venus ce matin pour présenter notre doléance et pour montrer à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que nous sommes à leur disposition pour que ce pays puisse être un pays stable, puisse être un pays paisible par la grâce d'Allah. Le Premier ministre a salué cette démarche des confessions religieuses tout en les saluant au nom du chef de l'État pour les efforts visibles qu'elles font au quotidien dans la stabilisation du pays. Le chef du gouvernement les a assurés que les autorités mettront tout en œuvre pour sécuriser le pays. Quelques instants après, le Premier ministre a reçu une délégation de Resolute Mining conduite par son président directeur général. Cette société minière qui opère à Siama est venue réaffirmer sa disponibilité à investir au Mali. Occasion pour son PDG de saluer la nouvelle vision des autorités maliennes pour que l'or brille pour tous les Maliens. Resolute Mining est là depuis très longtemps. On a eu des problèmes et des challenges, mais on commence à travailler avec le gouvernement à travers ces problèmes et on est très excité avec ce qui va se passer dans le futur. Aujourd'hui, on a la mine à Siama. On a 2500 personnes qui travaillent là-bas. Pour nous, premièrement, c'est la communauté et pour redonner au Mali. On a déjà dépensé 100 millions de dollars pour faire un investissement dans l'usine. Et pour l'année prochaine et l'année prochaine après ça, on va essayer d'agrandir notre production au Mali. Le Premier ministre a remercié les responsables de Resolute Mining pour le choix porté sur notre pays. Il en a profité pour dénoncer la désinformation des investisseurs avant de dire avec force que tout sera fait pour sécuriser le pays. C'est l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali qui a bouclé la série d'audiences du jour. La délégation est venue remettre un mémorandum au chef du gouvernement. Un mémorandum qui retrace les actions phares de la transition et les difficultés auxquelles est confrontée l'amicale. C'est pour une visite de courtoisie premièrement et nous avons remis en même temps un mémorandum à M. le Premier ministre qui concerne
les actions menées par le gouvernement maintenant et dans un passé récent qui, grâce à la bravoure des forces armées et de sécurité, le Mali a recouvré l'entièreté de son territoire. Ceci est la chose la plus importante à nos yeux. Deuxièmement, le problème de la diplomatie. Nous sommes ambassadeurs et anciens consuls généraux, donc nous parlons de la diplomatie. Nous souhaitons vivement que le Mali continue à mener ce qu'on appelle une diplomatie de développement. La diplomatie de développement, ce n'est pas seulement rester là dans les différents accords qui sont sans fruit, mais qui restaure la paix entièrement chez nous et premièrement qui booste le développement. En retour, le Premier ministre a salué l'engagement et la détermination de l'amicale aux côtés des autorités de la transition. Le chef du gouvernement a pris bonne note des doléances de l'amicale. L'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali a pour mission, entre autres, de développer et d'entretenir les liens de fraternité entre les membres, donner au pouvoir public ses avis sur la vie de la nation et contribuer à la formation des jeunes diplomates. Également dans cette édition, remise de rapport des forums nationaux de la refondation à la Cour suprême. Le rapport en question contient 517 recommandations. Plus de détails avec Youssouf Diakité et Abou Kouni. Les comités indépendants de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation en rencontrant la Cour suprême, c'est pour remettre le rapport 2024, faire le point des actions engagées, réalisées et poursuivre la réflexion pour la suite des actions à mener. Ce rapport, et aujourd'hui la Cour suprême nous reçoit parce que c'est un outil citoyen qui est passé d'aspiration à recommandation et de recommandations qui sont passées en fait en réforme par le gouvernement. Et quand le gouvernement fait des réformes, ces réformes-là, c'est des valeurs qui passent en normes. Or, nous sommes aujourd'hui ici dans la maison du contrôle des contrôles. La Cour suprême, elle est la gardienne des libertés. Or, les réformes, elles sont pleines de questions de droits fondamentales qui sont soulevées, que ce soit des réformes économiques, que ce soit les réformes sociales, que ce soit les réformes politiques. En dernière instance, ces questions-là peuvent se retrouver au niveau de la Cour suprême, qui est le dernier rempart des citoyens. Et c'est pourquoi nous sommes venus remettre un rapport à Monsieur le Président, aux conseillers et au secrétariat général. Le président de la Cour suprême et ses collègues ont posé des questions de compréhension sur le niveau réel de la mise en œuvre des 517 recommandations des ANR. Ils en sortent satisfaits avec des informations partagées. Ces échanges ont été très fructueux, très féconds. Et les membres de la Cour suprême, au nom desquels je parle, vraiment sont satisfaits par, en tout cas, le travail qui a été présenté et surtout par les échanges. Nous pensons que cette structure ne peut pas ne pas continuer à travailler parce que chaque recommandation, il faut faire la mise en œuvre, il faut voir les résultats, il faut faire des observations, il faut des nouvelles idées. Donc, nous pensons que le Sincère est une structure qui a été créée, dont la création justement est bien justifiée, et c'est dans l'intérêt justement du peuple malien. En tout cas, l'objectif final, c'est d'avoir une synergie pour les questions liées au développement durable du pays en mettant une particularité sur la planification au regard des défis des coordination et de suivi et évaluation des actions structurantes de la refondation de l'État. Le 12 octobre est célébrée la fête nationale de l'Espagne. Au Mali, l'événement a été marqué par l'organisation d'une réception à la résidence de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Mali. Elle a regroupé autour de l'ambassadeur le ministre en charge des Affaires étrangères du Mali, des diplomates, la communauté espagnole vivant au Mali, ainsi que plusieurs autres personnalités. Les temps forts avec Ibrahim Kaoukonate et Tchedje Kamara.
Symbole de l'unité nationale en Espagne, la fête nationale d'Espagne est appelée aussi le jour de l'hispanité. Ce jour célèbre l'identité culturelle commune au pays hispanophone et met en lumière les liens historiques, linguistiques et culturels qui unissent l'Espagne aux autres pays d'Amérique latine. Le 12 octobre est une date profondément symbolique pour mon pays. Un événement historique qui a marqué le début de l'ouverture de l'Espagne au monde. Plus de 100 siècles plus tard, nous vivons une réalité internationale très différente et incontestablement complexe. Mais dans ce monde en mutation, l'Espagne s'efforce de maintenir une politique étrangère cohérente, fidèle aux principes et aux valeurs qui définissent sa relation avec les autres nations. Selon l'ambassadeur, cette fête est l'occasion de célébrer non seulement l'histoire de son pays, mais aussi les valeurs qu'il partage avec ses partenaires comme le Mali. Le peuple espagnol a lui aussi connu sa propre transition. Et croyez-moi, nous n'oublierons jamais les peuples amis qui nous ont accompagnés alors. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a, au nom du président de la transition, salué les excellentes relations d'amitié et de coopération entre le Mali et l'Espagne. Notre partenariat est renforcé par la présence d'une importante communauté malienne en Espagne, qui constitue un trait d'union, un pont vivant et fécond entre nos deux pays. Je dois dire que la communauté malienne en Espagne est la deuxième communauté malienne la plus grande en Europe. Nous tenons à remercier les autorités et le peuple espagnol pour l'accueil, l'hospitalité qui est accordée à nos compatriotes qui vivent en bonne intelligence avec leurs frères et sœurs d'Espagne. Dans le domaine du développement, le Mali se félicite également d'être retenu parmi les pays prioritaires de la coopération espagnole. Les axes retenus, notamment le développement rural, la sécurité alimentaire, la santé, la promotion des droits des femmes et l'action humanitaire traduisent une convergence d'objectifs et répondent aux aspirations profondes de nos populations conformément à la vision de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. C'est dans une ambiance conviviale que la communauté espagnole, les amis de l'Espagne ainsi que les partenaires ont célébré le jour d'hispanité espagnole. Lutte contre le terrorisme, les forces armées maliennes intensifient les frappes sur les théâtres des opérations. C'est ainsi que des terroristes ont été neutralisés et du matériel saisi dans la région de Bougouni. Le commentaire de Abdoulaye Sako. Le terrorisme, ce cancer du siècle qui a tendance à se métastaser dans notre pays, est traité aujourd'hui grâce à une chimiothérapie dont seuls les militaires ont le secret. Suite aux renseignements et à une traque bien planifiée dans la nuit du 10 octobre 2025, les FAMA ont surpris les terroristes qui venaient se ravitailler dans le village de Mamissa, près de Zantiebougou, région de Bougouni. L'opération était tellement bien planifiée et coordonnée qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre la poudre d'escampette. Le bilan fait état de plusieurs terroristes neutralisés, de motos et d'autres matériels récupérés. L'état-major général des armées rassure la population du plein engagement des FAMA à lutter contre le terrorisme sur l'ensemble du territoire. Force à nos FAMA, également l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que dans le cadre de la surveillance du territoire effectuée le 10 octobre 2025, les vecteurs aériens des FAMA ont repéré et mené avec succès des frappes sur un regroupement de 5 tentes terroristes dans la forêt classée de Djaka, cercle de Baraouli, région de Ségou. L'opération a permis de neutraliser plusieurs terroristes. L'état-major général des armées salue l'esprit d'engagement des FAMA dans la lutte
contre le terrorisme sur l'ensemble du territoire national. Unis, nous vaincrons. Bamako, le 10 octobre 2025. Le 11 octobre, c'est la journée internationale de la fille, une journée qui vise à sensibiliser l'opinion et à plaider pour plus d'actions concrètes afin d'améliorer les conditions de vie de cette couche vulnérable. Dans son message, la ministre en charge de la famille explique la pertinence de cette journée et rappelle que chaque fille a droit de bien vivre. Le Mali célèbre demain samedi la 14e édition sous le thème « Situation de crise et mariage d'enfants, impact et perspectives ». La synthèse du message de la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille avec Sorona Kamisogo. Avec une proportion de plus de 56%, les filles constituent un segment très important de la population féminine, un rôle souvent méconnu ou marginalisé dans la marche de la société. La journée internationale dédiée à la fille sonne comme une prise de conscience. La journée internationale de la fille n'est pas seulement une célébration symbolique. Elle est un appel à l'action, un appel à investir dans les filles, à les écouter, à leur faire confiance et à leur offrir les moyens de devenir des leaders du changement au sein de leur communauté. C'est également une journée de prise de conscience individuelle et collective pour rappeler que chaque fille a le droit de bien vivre. Bien vivre, reconnaître et valoriser le leadership des filles. Le Mali a choisi donc un thème en phase avec cette réalité. Au niveau national, notre pays célèbre cette 14e édition sous le thème « Situation de crise et mariage d'enfants, impact et perspectives ». Ce thème est d'une pertinence particulière pour le Mali, car il met en lumière l'impact de la crise multidimensionnelle imposée à notre pays depuis plus d'une décennie, occasionnant ainsi des déplacements forcés des familles, la perte des moyens de subsistance et la fermeture de nombreuses écoles. C'est pourquoi il est nécessaire d'agir urgemment contre le mariage d'enfants, tout en offrant à chaque fille la possibilité de vivre en bonne santé, d'avoir des opportunités économiques de poursuivre ses études et de contribuer activement au développement de notre nation. La nation malienne est pleinement engagée à traduire dans les faits les aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de l'agenda 2030 des Nations unies, deux documents qui placent l'égalité des sexes et le bien-être des enfants au cœur du développement durable. Oui, une journée qui soutient les droits fondamentaux des filles. Dans le cadre du mois de la solidarité, le président de la transition a fait parler son cœur avec ses œuvres sociales. Également, 200 familles de Mini ont reçu ce vendredi des kits alimentaires. Tchemoro Konate y était pour ORTM 1. 200 kits alimentaires composés chacun de 50 kg de riz, de mil, de pâtes alimentaires et d'huile destinés à 200 familles démunies. Un geste humanitaire d'une haute portée issu des œuvres sociales du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Nous sommes à Bakarebougou, en commune 2 du district de Bamako, où les bénéficiaires reçoivent ces dons des mains du conseiller spécial à Guébou Dameli. Saloni ngati kele nambea. Hera min karanye. Amadogo mogosila. Nyonana, malonana, tulunana, sukaronana. Anye kalonani de kambeka. Ces dons s'inscrivent dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Il vise à atténuer tant soit peu le besoin alimentaire d'une frange importante des habitants de la commune 2. On parlait des fonds de souveraineté, mais on ne sait même pas de quoi il s'agissait. Mais lui, il a consacré les 2/3 de ces fonds de solidarité à des actions sociales pour soulager tout simplement son peuple. Au-delà des vivres, on a senti l'espoir. L'espoir parce que la solidarité est plus visible au Mali aujourd'hui et c'est ça qui est le plus important, ça donne de l'espoir. Tout le monde ne peut pas en avoir, que eux qui ont la chance de l'avoir, de penser aux autres. Actualité oblige, le conseiller spécial d'Amélé appelle à la mobilisation pour soutenir les forces armées maliennes. Elles qui se battent nuit et jour pour assurer l'approvisionnement du pays en quantité suffisante en denrées alimentaires et d'autres produits de forte consommation importés.
Nous transmettons l'espoir, la solidarité du président de la transition. Les gens sont contents d'avoir ça. Mais il faudrait aussi que les gens pensent à nos frères qui sont sous le feu, qui se battent pour notre dignité, pour notre honneur. Tout ce qu'on peut faire pour eux, c'est de faire beaucoup de bénédictions pour eux, que le combat qu'ils sont en train de mener pour nous, pour notre dignité, ils en sortent victorieux et que de cette victoire en découle le développement du Mali. Les œuvres sociales du président de la transition, rassure le conseiller spécial, vont à la fois s'intensifier et se diversifier sur toute l'étendue du territoire national. Question de toucher le maximum de nécessités. Également, cette action humanitaire, plusieurs centaines de tonnes de riz ont été remises par le commissariat à la sécurité alimentaire aux populations vulnérables de la région de Kidal. Le geste s'inscrit dans le cadre de la distribution alimentaire gratuite du plan national de réponse 2025. Sidi El Mehdi Ag Al-Baka et Moussa Togo depuis ORTM Kidal. C'est au gouvernorat de Kidal que les autorités administratives, politiques et les forces vives ont pris part à la cérémonie de distribution des vivres, une initiative du commissariat à la sécurité alimentaire dans le cadre de la distribution alimentaire gratuite du plan national de réponse 2025. 350 tonnes de riz mis à la disposition du gouverneur de Kidal par le commissariat à la sécurité alimentaire pour être distribués gratuitement aux populations vulnérables de la région dans le cadre du plan national de réponse 2025. Les plus hautes autorités à travers le commissariat à la sécurité alimentaire et sous la direction de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, affirment donc une simple vérité, mais qui est essentielle. Personne ne devrait être laissé pour compte et chaque personne mérite dignité, respect et considération, quelles que soient les difficultés qu'elle traverse. Cette énième intervention du commissariat à la sécurité alimentaire à Kidal vient atténuer la souffrance des populations vulnérables de la 8e région. De transmettre nos remerciements au nom des populations de la commune urbaine de Kidal à toutes les autorités de la République, de la région au sommet national. Nous rendons un vibrant hommage au ministre commissaire à la sécurité alimentaire pour son accompagnement. Ce n'est pas la première fois que nous bénéficions de la solidarité de nos autorités. Et encore merci. En somme, 200 familles vulnérables ont été touchées par cette opération, un geste perçu comme une lueur d'espoir par le bénéficiaire. La Fondation Orange Mali vole au secours de l'Union malienne des aveugles, UMAV, avec plus de 27 millions de francs CFA investis, ont permis la réhabilitation complète des dortoirs filles et garçons de l'internat, la rénovation des toilettes et l'installation d'un système solaire moderne pour les dortoirs. Cette initiative vise à améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des enfants non-voyants. Un reportage de Soumao Aïdara. Plus de 27 millions de francs CFA, la Fondation Orange Mali a agi avec le cœur pour bâtir l'avenir, comme le dit son slogan. Cette fois-ci, l'avenir des enfants non-voyants. Dans le cadre du mois de la solidarité, cet élan de générosité a eu pour bénéficiaire l'Union malienne des aveugles IMAV. On a rénové les dortoirs. On a également repeint certains bâtiments. On a donné une énergie solaire, mais on a aussi fait des travaux sur l'ensemble des toilettes pour les rénover et que ce soit adapté au handicap des enfants. Les gros travaux ont coûté 26 millions de francs CFA. Il y a eu plusieurs autres actions, telles que l'octroi de kits scolaires. Alors nous sommes aux alentours de 28 millions de francs CFA. L'Union malienne des aveugles a exprimé toute sa reconnaissance envers la Fondation Orange Mali pour cet acte de solidarité, un geste qui contribue de manière concrète à l'amélioration du cadre de vie et d'apprentissage des personnes en situation de handicap visuel. Je remercie infiniment la Fondation Orange pour l'acte posé, l'acte d'humanisme et l'acte de solidarité envers mes 450 enfants non-voyants. Ça a été très bien rénové, on va faire tout pour que ça soit très bien entretenu. Et ça va enlever une grosse épine de nos pieds. Disons merci beaucoup à la Fondation Orange et à la marraine des enfants, Madame Rose Bouzaïd. Je leur dis de persévérer dans les études. Tout ça a été fait pour qu'ils puissent mieux réussir dans les études parce que l'éducation est la meilleure façon pour y réussir. La Fondation Orange Mali ne se contente pas d'offrir des infrastructures, elle souhaite offrir surtout de la lumière à ceux qui ne la voient pas, mais la ressentent.
Courage les enfants. Ouverture à Bamako du 2e congrès de la Société malienne de chirurgie orthopédique, j'y arrive, et traumatologique. Un espace scientifique de partage, de formation, d'échange autour de la prévention, de la prise en charge des infections du site opératoire en chirurgie orthopédique et traumatologique. La cérémonie d'ouverture avec Mariam Koni. Après son premier congrès, il y a plus de 20 ans, la Société malienne de chirurgie orthopédique et traumatologique, SOMACOT, organise une 2e rencontre internationale. Ce rendez-vous est une véritable opportunité de créer un cadre d'échange entre orthopédistes et traumatologues venus d'horizons divers sur la problématique des infections du site opératoire. Le choix de notre thème, infection du site opératoire sur matériel de synthèse, s'explique par plusieurs raisons. D'abord par sa fréquence. Les infections du site opératoire sont classées au 3e rang des infections associées aux soins. C'est des infections qui sont très graves car constituent la première cause de mortalité et de morbidité en chirurgie. Nous souhaitons vivement que les représentants des différentes sociétés savantes, nos sponsors et tous les participants prennent part activement aux échanges en vue de partager leur expérience et proposer des pistes. Pendant 3 jours, plus de 200 experts du Burkina, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Niger, du Maroc, du Sénégal et du Mali échangeront sur différentes thématiques reparties en 12 conférences d'enseignement et 140 travaux scientifiques. Ce thème s'inscrit pleinement dans les objectifs de la politique nationale de lutte contre les infections associées aux soins qui vise à renforcer la prévention des infections nosocomiales, promouvoir l'utilisation rationnelle des antibiotiques, améliorer la formation continue des professionnels de santé, mettre en place un système national de surveillance et d'alerte. Ce congrès mettra un accent particulier sur la prévention des accidents de la circulation routière, principale cause des fractures des membres. Une visite des stands a permis au ministre de voir des implants, prothèses et autres matériels utilisés en traumatologie. La SOMACOT a été créée en 1996 et compte en son sein 64 orthopédistes. Et nous restons dans le domaine de la santé pour parler également de la Journée internationale de la vue, aimons nos yeux. C'est le thème de cette édition, je le disais en titre, une occasion pour sensibiliser la population sur l'importance de la prévention et du dépistage des maladies oculaires. Compte rendu, Maïmouna Guindo et Julie Traoré. Dans un monde où au moins 2,2 milliards de personnes sont atteintes de déficiences visuelles ou de cécité selon l'Organisation mondiale de la santé, la sensibilisation reste un défi de santé publique. À l'occasion de la Journée internationale de la vue, le Programme national de santé oculaire a réuni partenaires professionnels et citoyens autour d'un message simple mais essentiel. Aimons nos yeux. Il s'agit d'attirer l'attention sur l'importance de la santé oculaire qui est souvent négligé. Ce que nous demandons à la population, c'est justement d'aller vers les structures de soins oculaires. Parce que si vous regardez bien le thème « Aimons nos yeux », ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous aimez vos yeux, vous devez aller faire regarder vos yeux. Alors vous ne pouvez pas les faire regarder chez vous, mais il faut aller vers les structures de soins oculaires. Parce qu'il y a des maladies latentes, des maladies insidieuses qui peuvent survenir sans que vous ne soyez au courant. Et donc c'est à l'occasion de ces consultations que le médecin peut vous dire si vous avez ou pas ces pathologies-là. Selon les spécialistes, plus d'1 milliard de cas de cécité auraient pu être évitables grâce à un dépistage précoce ou à une prise en charge à temps. Théoriquement, l'OMS dit que 80% des causes de cécité peuvent être évitées ou prévenues. Le trachome qui a été éliminé heureusement, c'est la principale cause de cécité évitable, ce qu'on appelle en bambara Niajalandimi. Mais la deuxième cause, c'est la cataracte. La cataracte, c'est la principale cause de cécité curable. C'est-à-dire, quelqu'un qui a la cataracte, on l'opère et la personne peut recouvrer la vue. Alors, vous avez également les vices de réfraction, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir voir de loin, bien voir de loin, du fait de ne pas avoir de lunettes. Donc, si vous équipez ces individus ou ces personnes-là en verre correcteur, alors vous allez traiter, bien sûr, leur baisse de vision. Donc, la plupart des causes de cécité sont évitables ou curables dans nos pays en développement.
Le programme national de santé oculaire poursuit ses campagnes de consultation et de chirurgie de la cataracte, première cause de cécité dans le monde, dans le seul but de garantir à chaque Malien le droit fondamental de pouvoir voir plus clair. Un centre d'accueil et d'hébergement a été construit dans l'enceinte de la maison de la femme de Sabali-Bougou, un lieu sûr pour accueillir les femmes et des filles victimes de violences basées sur le genre et autres. Le projet a été possible grâce à l'effort du gouvernement, du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et de l'ambassade de Norvège. Et c'était en présence de nos reporters Awadaman Koulibaly et Alou Bekone. Une clé remise, un ruban coupé et l'espoir renaît. Aucune femme, aucune fille ne doit être laissée sans protection, sans écoute, encore moins sans accompagnement face aux multiples formes de violence qu'elle subit au quotidien. C'est la concrétisation d'une volonté qui se matérialise par l'installation d'un centre, un lieu sûr pour femmes et filles. Ce centre offre désormais un cadre intégré et sécurisé de prise en charge combinant hébergement d'urgence, écoute et accompagnement psychologique, orientation juridique, ainsi que soutien à la réinsertion socio-économique des survivantes. Cet accompagnement de l'UNFPA fait suite à d'autres actes posés dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Afin d'apporter une réponse et intégrer aux personnes survivantes de violences basées sur le genre, l'UNFPA a appuyé le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à la mise en place de 17 One-Stop Centers, des centres d'écoute des personnes survivantes de violences de tout genre. Le Fonds des Nations Unies pour la population a remis au centre 400 kits d'hygiène menstruelle et 100 kits de dignité, afin de répondre systématiquement aux besoins des premières bénéficiaires qui y seront hébergés. Formation au bénéfice d'une vingtaine d'opérateurs économiques pour la mise en place des mécanismes alternatifs de règlement des conflits dans le monde des affaires. À cet effet, une mission est au Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali. La structure a tenu une session pour enseigner les notions qui permettront aux participants une gestion à l'amiable d'éventuels différends. Tchamongo Konaté pour le reportage. Le monde d'opérateurs économiques, un véritable monde d'affaires très souvent confronté à des situations conflictuelles, des différends qui, dans la plupart des cas, nécessitent la saisine des juridictions compétentes. Un état de fait que déplore la CECIM, Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Il ne sert à rien qu'on aille s'étriper par tous les moyens au tribunal pour des gens d'affaires qui préfèrent économiser tous les coûts plutôt que de gagner des procès à la Pyrrhus. C'est-à-dire l'effort est plus élevé que le gain. Notre société, dans sa structuration ancienne, a toujours fait du dialogue le principal moyen de règlement des différends. Désormais, en lieu et place des juridictions, le CECAM, Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali, une structure créée en 2024 à l'initiative de la CECIM dans le but de développer des mécanismes alternatifs de règlement des conflits. Cette session de formation sur les missions du CECAM, qui regroupe une vingtaine de participants, s'articule autour de certains modules. Il y a la médiation que nous allons dispenser, la généralité sur la médiation, notion de médiation et l'issue même du processus de médiation. Ensuite, il y aura le module sur l'arbitrage, qui est un mode juridictionnel de règlement des différends. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme d'activité trimestrielle de la structure. Formation qui devra produire son effet grâce à l'application des notions apprises par les participants. En réalité, dans le fond, on ne va rien vous apprendre. Mais on va vous faire apprendre l'intérêt primordial qu'il y a à privilégier ce mode de règlement que d'aller dans des conflits interminables. Pour dire combien la direction de l'établissement fonde beaucoup d'espoir sur cette session d'une journée qui sera vulgarisée au bénéfice d'autres acteurs qui en expriment les besoins. Aussi, lancement de la première édition de Bamako Service Week durant 4 jours. Les promoteurs des entreprises privées et des services publics de l'État vont présenter les missions et les activités de leur structure à la clientèle. En plus des expositions, il est aussi prévu des panels et des ateliers de formation. Le compte rendu de Sorona Kamisoko.
Bamako Service Week est un rendez-vous dédié à la célébration de l'excellence de service au Mali en lien avec la Semaine mondiale du client. Placée sous le thème « Mission c'est possible », cette première édition enregistre la participation d'une dizaine d'entreprises publiques et privées désireuses de mieux vendre leurs services à la clientèle. Bamako Service Week est une plateforme qui met ensemble tous les acteurs du service. Donc nous avons contacté plusieurs entreprises. Le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration nous a accompagnés. Nous voulons discuter du service, l'excellence de service, créer une culture de service au Mali qui permette à tous les Maliens de se valoriser, de valoriser nos services et de valoriser également les clients. Donc aujourd'hui, nous allons discuter lors des différents panels de tout ce qui est bonne pratique pour travailler dans ce sens. Cette première édition de Bamako Service Week a comme sponsor officiel Orange Mali. En tant qu'entreprise leader, responsable et citoyenne, il est de notre devoir d'insuffler sur le marché malien toutes les innovations dans la prise en charge du service client, de constituer un véritable moteur en termes d'excellence et d'exemplarité auprès des autres entreprises présentes sur le marché pour faire de l'expérience client une véritable clé de succès. Espace d'échange, de promotion de nos services locaux, il permet également de renforcer la confiance entre les entreprises et les citoyens. Le service, c'est la première vitrine d'un État moderne. C'est pourquoi, dès 2023, notre ministère a accompagné l'organisation du tout premier salon de la relation client et de la dématérialisation au Mali. Cette initiative marquait le début d'un changement profond, celui de faire du service à l'usager et du service au client une culture et non plus une exception. Le temps est ainsi donné pour 4 jours d'exposition et de formation, à découvrir donc pour en tirer profit. Retour dans nos régions avec le lancement à Gao des activités de la fête régionale annuelle des semences paysannes au Mali. Le temps a été donné avec une grande foire d'exposition de semences et de produits agroalimentaires. Également prévu des échanges entre les acteurs, des ateliers pratiques en agroécologie paysanne et de visites de champs. Depuis Gao, Aliou Idrissa Maïga. Pour l'édition 2025 de la fête régionale annuelle des semences paysannes au Mali, c'est la cité des Askia qui a l'honneur d'accueillir les participants. C'est au musée du Sahel qu'ils se sont donné rendez-vous pour une foire d'exposition de semences et de produits agroalimentaires. Une initiative du comité ouest africain des semences paysannes mise en œuvre par l'ONG IAVES et ses partenaires. Cette foire est bien plus qu'un événement. C'est une occasion unique de partager nos expériences, nos connaissances et nos innovations en agroécologie paysanne. Nous devons travailler ensemble avec les paysans et paysannes, les chercheurs, les décideurs politiques, les ONG et sociétés civiles pour élaborer des stratégies et des actions concrètes. Une nation ne peut prétendre être indépendante si elle n'assure pas la sécurité alimentaire de ses populations. Et nous, agronomes, quand on prend la chaîne de production agricole, le maillon le plus important, c'est la semence. Une bonne semence disponible satisfait déjà 40% de la chaîne de production agricole. En plus de la foire, il y aura des échanges de savoir et de techniques paysannes, des ateliers pratiques en agroécologie paysanne et des visites de champs. En accueillant cette foire régionale au sein du musée du Sahel, nous inscrivons notre démarche dans cette vision nationale. La semence paysanne est plus qu'un intrant. Elle a une identité, une mémoire vivante, un héritage précieux que nous devons protéger pour les générations futures dans un contexte marqué par les défis climatiques et sécuritaires. Après la cérémonie de lancement, les autorités ont eu droit à une visite guidée des stands au niveau de la foire. Et à Ménaka, la campagne agricole s'annonce prometteuse. Une mission conduite par les différents responsables du secteur a fait le constat et évalué la situation, nous signale Chefo Moulay Aïdara. Une équipe constituée de différents acteurs et responsables a sillonné quelques zones
afin d'assurer du bon déroulement des activités sur le terrain. La campagne agricole dans la région de Ménaka a démarré timidement. Donc les pluies ont été précocement enregistrées, suivies d'une rupture ayant occasionné quelques poches de sécheresse qui ont fait que les superficies emblavées ont été réduites. Les riz que vous voyez là, ça fait la troisième fois qu'on fait au repique. Chaque fois qu'on repique, avec les inondations, l'eau emporte tout. Donc une des difficultés que nous avons, c'est la non-maîtrise de l'eau. Il y a des plaines, mais ce n'est pas aménagé. Les producteurs rencontrés se réjouissent des dispositions prises à temps. Je pense que la campagne, ça s'annonce bien. Les stades sont au stade épiaison, floraison, mais on constate uniquement l'apparition des petits insectes. Donc pour cela, pratiquement, il n'y a pas ils n'ont pas de matériel adéquat pour le traitement. Donc pour la campagne prochaine, on veut que la région exige à ce que les services de la protection des végétaux soient là. Pour le moment, les responsables sont optimistes quant au taux de production prévisionnel sur l'étendue de la région. Actualité AES à présent au Niger, présentation au drapeau du contingent 2024 deuxième vague, une cérémonie qui marque la fin de la formation de 1951 soldats issus des 8 régions du pays. Plus de détails avec Rachida Seini Djori. Les rangs des forces armées nigériennes FAN se renforcent avec la présentation ce matin au drapeau de 1951 soldats masculins formés au groupement d'instruction FAN de Tondibia. Pour la nation, ces nouvelles recrues se sont lancées dans la noble mission des forces armées nigériennes. Soyez les anges gardiens de nos valeureuses populations et restez au service dont l'armée en est une composante. Accomplissez votre mission avec honneur et bravoure dans la discipline qui est le principal pilier de l'institution militaire. Les hauts gradés des forces de défense et de sécurité et le public ont eu droit à des démonstrations. Des prix exceptionnels ont été décernés aux soldats qui se sont fait distinguer, des distinctions par classement individuel. Tout en étant fiers de votre nouveau statut, soyez une source d'inspiration pour la jeunesse nigérienne en particulier et celle de l'AES en général. Vous serez bientôt engagés dans les différents théâtres d'opération, dans un contexte sécuritaire caractérisé par le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Et c'est pourquoi je vous demande de faire constamment preuve de courage, de patriotisme, d'abnégation, de loyauté et de professionnalisme dans l'accomplissement de votre devoir. Le contingent 2024 deuxième vague est composé de 16 compagnies d'instruction. Elles ont été toutes baptisées de noms de guerriers qui ont autrefois défendu l'intégrité territoriale du Niger. Elles s'engagent à défendre notre pays. Et au pays des hommes intègres, lancement de la première édition du Forum international Investir au Burkina Faso, un espace d'échange entre investisseurs venus du monde entier. 1200 investisseurs prennent part à cette rencontre d'affaires qui va durer 3 jours. Une initiative de l'agence burkinabé des investissements en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et l'agence des exportations. La Chine est le pays invité d'honneur pour cette première édition. On en parle avec Modeste Ouedraogo de la RTB. C'est un jour de grandes ambitions pour le Burkina Faso. Dans la salle de conférence de Ouaga 2000, le Burkina Faso donne le ton d'une nouvelle ère économique. À l'heure où notre pays, sous le leadership éclairé de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, entame sa marche résolue vers la souveraineté politique et économique, nous nous devons d'imaginer des solutions innovantes et endogènes
en comptant sur nos propres forces tout en collaborant avec nos partenaires sincères. C'est dans cette optique que nous sommes réunis ici, acteurs publics et privés nationaux et internationaux, pour réfléchir, structurer et investir dans un avenir durable et profitable pour tous. Ainsi, près de 4000 participants venus de 48 pays sont présents à l'appel du Burkina Faso. Malgré les défis que nous connaissons, sécuritaires, climatiques, économiques, le Burkina Faso demeure un territoire d'innovation, de résilience et d'opportunités. Ce forum est donc un catalyseur, un espace de rencontre entre porteurs de projets et investisseurs, entre décideurs politiques et acteurs du secteur privé, entre le local et l'international. Autant de secteurs porteurs que les autorités burkinabées entendent dynamiser grâce à des réformes engagées pour assainir le climat des affaires. Ce forum est une manière pour nous de réaffirmer que le Burkina Faso demeure une terre de potentialités et d'opportunités énormes, portée par l'intégrité, la détermination et la résilience de son peuple. Il est aussi la traduction de la volonté affichée et assumée de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, de bâtir une économie résiliente, souveraine, ouverte au partenariat durable. Pendant 2 jours, panels, rencontres B2B et expositions offriront un cadre d'échange entre décideurs publics et privés avec à la clé plusieurs signatures d'accords économiques. L'actualité, c'est aussi la saisie d'un camion contenant plus de 43 tonnes de produits pharmaceutiques pour une valeur marchande estimée à plus de 500 millions de francs CFA. Une prouesse de l'antenne de l'Office central des stupéfiants OCS de la rive gauche du district de Bamako. Ces médicaments prohibés et destinés au marché représentent un danger pour la santé publique. Plus d'explications dans ce reportage de Boubacar Bablentouri. Un véritable coup de filet de l'Office central des stupéfiants à travers son antenne de la rive gauche du district de Bamako. Il vient de mettre la main sur un camion rempli de produits pharmaceutiques contrefaits dans un quartier du district de Bamako hier jeudi aux environs de 15 heures. La quantité de ces produits prohibés saisis est estimée à plus de 43 tonnes pour une valeur marchande de plus de 500 millions de francs CFA. Lorsque l'équipe a repéré le camion, l'équipe nous a saisis. Et tout de suite, nous avons levé une forte équipe d'intervention pour aller, en tout cas, voir la situation sur le terrain. Et nous avons trouvé que, effectivement, c'est des produits pharmaceutiques illicites. Nous avons ainsi procédé à l'interpellation du transporteur. Ces produits contrefaits qui étaient prêts à inonder le marché sont composés d'aphrodisiaques, d'amoxicilline et autres médicaments qui représentent un véritable danger pour la santé publique. À l'examen des produits, nous avons vu que c'est constitué principalement d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires et des médicaments de troubles de l'érection à forte dose, dont les conséquences peuvent être incalculables pour la population. L'ordre des pharmaciens décrète la tolérance zéro contre le trafic des médicaments et nous apportons tout notre soutien à l'Office central de lutte contre les stupéfiants pour ces opérations de saisie-là. Cette prouesse de l'Office central des stupéfiants OCS traduit une fois de plus l'engagement des autorités de la transition à lutter contre le trafic des stupéfiants sous toutes ses formes. Chapeau à l'OCS. Nous nous souvenons encore des dégâts causés par les pluies pendant la saison pluvieuse de 2024. 465 000 personnes sinistrées et 300 000 hectares de terres agricoles détruites. C'est le triste bilan. Et depuis, des mesures ont été prises par les autorités pour éviter les drames. La Direction générale de la protection civile, à travers la plateforme nationale pour la réduction des risques et catastrophes, a initié un atelier de validation du plan national d'action anticipatoire face aux inondations. Un outil qui permet désormais de passer d'une logique de réaction à une anticipation proactive. Le commentaire de Aminata Brahima Ouedraogo avec le concours de la DIRPA. Le pays se remet de l'hivernage 2024. Changer de stratégie n'est plus une option, mais une nécessité pour la direction de la protection civile.
Elle prévoit de mener des actions préventives face aux risques d'inondation pour les années à venir, avec à la clé la validation du plan national d'action anticipatoire face aux inondations. À travers ce document, nous avons des plans, des propositions d'action anticipatoire qui ont été faites par les communautés elles-mêmes, qui, si elles sont mises en œuvre avant que les impacts d'un aléa ne surviennent, va permettre de minimiser autant que possible, voire annuler les effets néfastes de ces situations de catastrophe sur les communautés. Dès que le niveau du fleuve franchit un seuil critique, des mesures s'enclenchent immédiatement, telles que le renforcement des digues et des points sensibles, l'évacuation préventive des familles exposées, la protection du bétail et la sécurisation des points d'eau, la diffusion rapide d'alertes dans les langues locales, la distribution d'intrants agricoles pour une reprise rapide après la décrue. Pour parvenir à la mise en œuvre du plan national d'action anticipatoire face aux inondations, de nombreuses actions ont été menées auprès des communautés afin d'assurer son efficacité sur le long terme. Nous pouvons retenir la concertation multisectorielle ayant conduit à l'élaboration des premiers calendriers de crise, la cartographie des zones à risque et l'évaluation de la vulnérabilité dans les régions les plus exposées. Enfin, l'élaboration des premiers protocoles de messages d'alerte précoce, un jalon essentiel vers l'opérationnalisation du dispositif national d'anticipation. La validation de ce plan marque le début d'une nouvelle dynamique nationale d'action anticipatoire des risques d'inondation axée sur la prévention, la coordination et la résilience communautaire face aux catastrophes naturelles. Culture, dans cette édition, le balafon résonne cette année à Sikasso après quelques années d'interruption. C'est à la faveur de la 9e édition du Festival international Triangle de Balafon qui a donné son coup d'envoi ce jeudi. Prestations d'artistes et défilé des troupes de Burkina Faso, de la Guinée, du Mali avec le groupe du Niger, pays invité, ont été les temps forts de cette édition. Les temps forts donc avec Sékou Konaté et Suleiman Bamba. Rendez-vous du donner et du recevoir. Le Festival international Triangle du Balafon est un espace de convivialité, de fraternité, d'intégration et de promotion d'un instrument fédérateur que nombre de pays de la sous-région ont en partage. Et son retour à Sikasso dans une salle Lamissa Bengali est une réponse à un désir maintes fois exprimé par les populations de la vieille ville. L'histoire retient que les populations de nos pays entretiennent des relations de partenariat gagnant-gagnant dans plusieurs domaines depuis les nuits des temps. Dans cette dynamique, que les collectivités territoriales, en soutien aux efforts du gouvernement, initient et conduisent dans le cadre de la coopération décentralisée des activités de développement économique, social et culturel afin de faire des frontières des espaces de cohésion sociale, de vivre ensemble. Au-delà du caractère festif du Festival Triangle Balafon, nous les hôteliers, nous avons notre compte. Parce que les étrangers qui viennent dorment dans les hôtels. Et depuis 2 jours, nous voyons ce mouvement. Nous ne pouvons que remercier les initiateurs et encourager la continuation de ce festival à Sikasso. Placé sous le thème le Balafon, symbole de la transformation sociale, dans un nouvel espace souverain, cette 9e édition du Festival international du Balafon se veut celle de renouveau culturel. La thématique qu'on a trouvée dans une dynamique de souveraineté retrouvée. Oui, il s'agit de cette souveraineté-là. Donc c'est pour dire tout simplement que nous saluons les experts qui sont là, qui vont débattre pendant ces 3 jours, ce grand thème, qui vont nous rappeler ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons faire. Donc c'est pour dire aujourd'hui, nous sommes réunis à Sikasso en terre malienne pour célébrer notre humanité, pour célébrer la paix, que nous devons marcher ensemble, être autonomes. Par la moderne du travail, c'est cela le message du gouvernement. Donnez-nous la main, soyons des Maliens debout, unis et fiers. Pendant 3 jours donc, sur le plateau de la salle Lamissa Bengali, les groupes compétiteurs venus du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali vont faire étalage de leur talent à la conquête du trophée tant convoité au soir du 11 octobre. Déjà, la symphonie du Balafon sous la conduite du maestro Suleiman Traoré Neba Solo et l'exhibition des groupes lors du défilé et surtout la prestation du groupe du Niger, pays invité devant un public acquis à la cause,
annonce déjà les couleurs d'une fête du balafon au-delà des attentes. Auparavant, le ministre d'Affaires avait rendu une visite de courtoisie à la notabilité. Là, des bénédictions ont été formulées pour la stabilité de notre pays. À retrouver désormais dans vos kiosques le livre intitulé « Le ministère public en matière civile et commerciale au Mali » de Dr Djakarija Bagayogo, édité par l'Harmattan Mali. Dans ce livre, l'auteur présente l'identité du ministère public. Il note également une perceptibilité, surtout lorsque l'on s'intéresse aux attributions véritables des officiers du ministère public en droit malien. À retrouver également dans vos librairies l'ouvrage intitulé « Pourquoi les bâtiments s'effondrent dans les villes africaines » de Dr Moussa Dambélé. Dans cet ouvrage, l'auteur tacle les insuffisances des pratiques architecturales pour décrire le phénomène récurrent des bâtiments qui s'écroulent dans les villes africaines. L'écrivain projette d'abord un regard sur l'architecture précoloniale avant d'explorer les aspects de la modernité, notamment l'héritage de l'architecture coloniale en Afrique. À suivre ce soir, après ce journal, dans nos programmes, le 5e numéro de Gouv Action. C'est une production du Centre d'information gouvernementale du Mali, Sigma, en collaboration avec l'ORTM sur les réalisations et actions concrètes du gouvernement. Gouv Action, c'est après ce journal avec une présentation de Famoussa Sidibé en français et Idrissa Sidibé en bamanankan. Vous l'avez certainement appris, Abdoulaye Traoré nous a quittés. C'est ce monsieur qui s'occupait de la flamme du monument de l'indépendance tous les 22 septembre. Et il a consacré près de 3 décennies de sa vie pour ce service par patriotisme. À ce titre, il a été décoré en 2024 chevalier de l'Ordre national. Ses obsèques ont eu lieu aujourd'hui en présence des parents, amis, voisins et collaborateurs. Tamsir Diabaté. Il a ravivé la flamme de l'indépendance pendant 3 décennies. Le seul rendez-vous manqué a été celui du 22 septembre 2025 pour raison de maladie. Une maladie qui a eu raison de lui ce 8 octobre 2025. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abdoulaye Traoré s'éteint 1 an après avoir reçu la reconnaissance de la nation. Ce septagénaire au nom du président de la transition a été fait chevalier de l'Ordre national du Mali. Une décoration faite à la suite de son portrait réalisé le 22 septembre 2023. Que c'est signé Tamsir Diabaté, Sambou Diakité et Sibiri Konaté. Abdoulaye Traoré rejoint ainsi les pères de l'indépendance dont il honorait leur mémoire depuis des décennies. La flamme qu'il a tenue vivante pendant des décennies, il la laisse rallumer à leur mémoire dans un Mali en pleine reconquête de sa souveraineté. Né en 1945 à Sikasso, Abdoulaye Traoré incarne cette génération d'hommes discrets mais profondément engagés. De l'école primaire de sa ville natale au banc d'un centre de formation professionnelle à Bamako, son chemin croise l'idéal soviétique. Une bourse d'études le mène en URSS où il se forme avant de revenir servir son pays. Abdoulaye Traoré, communément appelé Ablo, c'est vraiment un bosseur. Pendant tout son temps, tout le temps qu'il a passé à la voirie, et pendant tout le temps que je l'ai connu, c'était vraiment un travailleur à qui on ne pouvait pas reprocher beaucoup de choses. Soudanais, discret et doté d'un sens de responsabilité, il laisse derrière lui un lourd héritage, celui d'inculquer l'amour de la patrie à ses enfants. Ses proches, ses amis sont inconsolables. On va simplement demander au bon Dieu de faire en sorte qu'il ait une bonne place au niveau du paradis.
À quelques kilomètres du boulevard de l'Indépendance, là où il ravivait la flamme chaque année, la nation lui a rendu un dernier hommage. Le cimetière de Kadabankoura accueille désormais l'âme d'un patriote. Et oui, qui pour remplacer le natif de Sikasso, dors en paix, Abdoulaye Traoré. Repose en paix, digne descendant des Touramagan, que le Tout-Puissant accueille dans son royaume éternel. Voilà l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Merci à vous de l'avoir suivi. La rédaction vous donne rendez-vous demain 13h pour une autre édition avec Abdoul Karim Kaba. Dieu voulant, je serai là pour le 20h. Mois d'octobre, mois de la solidarité. Pensons aux plus démunis, car nos grands-pères disaient qu'un seul acte de bonté peut changer la façon dont le monde est perçu. Bonne fin de soirée à tous.